Bonjour Romain, donc Bonjour. Romain, pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Chief Strategy Officer de Smart. Smart est une plateforme publicitaire. On a évoqué au cours de la table ronde précédente une évidence, à savoir que Google et Meta sont omniprésents. On a évoqué la présence de Google, dont l'outil d'achat est utilisé capte 75% des investissements. Sur la partie ad serving, Google Ad Manager, qui lui aussi équipe 90%, si ce n'est plus, des éditeurs français. Le social qui capte une énorme part des investissements publicitaires display. En quoi est-ce que cette omniprésence de ces walled gardens, elle est pour vous problématique en tant qu'acteur de l'open web et concurrent direct de ces plateformes? Ouais, bon, merci de m'accueillir ce soir. Enfin, aujourd'hui, en fait, le problème, il se pose pas que pour nous, Smart, il se pose vraiment pour l'écosystème et c'est ce qui a déjà été discuté pas mal aujourd'hui. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est anxiogène, je pense. Et je pense que c'est anxiogène pour tout le monde parce que les plateformes aujourd'hui ont atteint une telle échelle que je pense qu'il n'y a personne dans la salle en fait, qui ne bosse pas avec eux. Et donc, ils sont présents partout, au départ, parce qu'ils avaient des monopoles sur le search, sur le social, et qu'ils ont réussi à se glisser dans tous les interstices, qui continuent à se glisser dans les interstices. Entre autres, il y a YouTube qui a annoncé aujourd'hui qu'il lançait des chaînes gratuites sur leur plateforme aux États-Unis. Ça nous pose à tous des problèmes, parce que simplement... ils sont en position d'ultra-dominance et on a besoin d'établir des relations commerciales avec eux. Et puis, de fait, dans les relations commerciales, la question qui se pose, c'est celle du rapport de force. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui est en position pour vraiment négocier avec ces acteurs. Et donc, ça pose des questions. Tout le monde, je pense ici, s'interroge sur finalement la capacité de ces acteurs à capter plus de 100% de la croissance et continuer à faire... réduire le marché sur lequel on peut évoluer. Et c'est d'autant plus inquiétant, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'en termes d'usage, même s'ils sont ultra monopolistiques sur leur marché, ils ne représentent pas l'usage le plus important de l'Internet. C'est-à-dire que l'open web, aujourd'hui, reste majoritaire, finalement. Ils sont surinvestis au regard de leur part de marché en termes d'audience. Exactement, en termes de marketing. Et après, finalement, la problématique, encore une fois, c'est celle du rapport de force. Et celle de l'équilibre, en fait, nous, chez Smart, on le traduit en termes de la question du partage de la valeur. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les annonceurs, à cause de ces acteurs, ne payent pas trop cher leurs investissements publicitaires? Et est-ce que les éditeurs qui investissent massivement pour produire des contenus de qualité sont payés à leur juste valeur? Je pense que c'est ça vraiment la question que ça pose. Et quand vous dites est-ce que les annonceurs ne payent pas trop cher, c'est-à-dire qu'ils payent trop cher pour ces inventaires-là, des budgets qui, du coup, mécaniquement, ne consacrent plus aux éditeurs qui, eux, produisent du contenu de qualité qui a besoin d'être financé, comme le rappelait Bertrand Gier? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ces acteurs se glissent dans les interstices. Clairement, leur business, c'est de désintermédier le marché. Et ils désintermédient la relation utilisateur, les transactions publicitaires, les transactions e-commerce, la distribution du contenu. Et en se mettant au milieu, ils peuvent en effet, dès lors qu'ils sont suffisamment gros, capter la majorité de la valeur. Moi, il y a un propos qui m'a interpellé dans la table ronde précédente, c'est Véronique Margerie qui a dit « Les technologies drivent les investissements ». Moi, je pensais naïvement que c'était le rôle des agences médias, voire des annonceurs, de décider où allait l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment cette problématique d'omniprésence qui fait que les budgets sont drivés en fait, au bon désir de Google ou Facebook? Les agences auraient leur mot à dire, on pourrait penser. Ouais, après, je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Enfin, on vient d'une génération, pas mal d'entre nous ici, où ces 10-15 dernières années, on a tous été impressionnés par le développement de la technologie et il y a eu des innovations formidables. Bertrand le disait, c'est des outils qui marchent bien. Ils ont été adoptés. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à des machines qui prennent le contrôle. Et de fait, les standards y sont imposés. Et voilà, on doit fonctionner avec cela. Et je pense que chez les agences, chez les annonceurs, même s'il y a une vraie volonté aujourd'hui, on pourra y revenir
de changer de pratique. Voilà, la main a été mise dans l'engrenage il y a quelques années et c'est difficile d'en sortir. Et est-ce que ça ne va pas s'empirer aussi avec le virage qu'ont pris ces plateformes, qui est celui de l'automatisation, sous couvert d'offrir de la simplicité aux annonceurs? On leur dit, donnez-nous un objectif marketing, nos algos vont se charger de vous trouver les inventaires, les individus qui correspondent le plus à ces objectifs, et vous n'avez plus à vous prendre la tête sur le paramétrage de vos campagnes. Ouais, pour moi, ça, c'est un peu le jeu de dupe, quoi. On parlait d'opacité, je crois plutôt aujourd'hui. C'est la simplicité par l'opacité. Donc, en fait, je pense qu'automatisation, c'est pas le bon terme. Si on regarde, l'automatisation, ça suppose l'ouverture, ça suppose l'interopérabilité, ça suppose la portabilité des données. Ce qui est formidable avec les walled gardens, c'est tout peut rentrer, mais rien peut sortir. Il n'y a aucune interopérabilité. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'automatisation. Et tout est propriétaire. Donc, en effet, c'est extrêmement simple, mais si on veut soulever le capot, il n'y a personne qui peut le faire. Et je pense que est-ce que quelqu'un pourrait l'exiger? Est-ce qu'aujourd'hui, les annonceurs, les gros annonceurs, pourraient-ils être en mesure de demander, finalement, de s'allier et de dire si vous ouvrez plus les capots, on arrête d'investir, ou finalement, ces acteurs sont tellement incontournables qu'ils ne sont plus en position d'exiger cela? C'est une bonne question. Dans la documentation qui a été publiée par le Department of Justice, apparemment, il y a des gros annonceurs qui ont un traitement de faveur. De la même manière, apparemment, il y a des gros éditeurs qui ont un traitement de faveur. Donc ça repose la question quand même du rapport de force. Après, aujourd'hui, pour la majorité des acteurs, non, c'est pas possible. Et ces dernières années, on l'a bien vu, il y a eu de plus en plus de tendances pour fermer toutes les écoutilles. On ne peut plus du tout rentrer dans le moteur. Et voilà, ça pose des problèmes à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire que ces 10 dernières années, avec le développement de l'économie programmatique, on vient de loin, mais les investissements technologiques, l'innovation, les possibilités de contrôle, la transparence, il y a eu vraiment beaucoup de chemin et beaucoup de travail accompli. Aujourd'hui, l'open web, finalement, on est capable de prouver que c'est plus performant. C'est plus performant pour une régie de travailler de manière ouverte. Il y a eu le header bidding qui a été une grosse révolution, mais il y a plein d'autres outils finalement qui permettent de maximiser les revenus. Pour les annonceurs, il y en a de plus en plus aux États-Unis qui challengent le status quo et qui se mettent à investir sur l'open web et qui se rendent compte finalement que le retour sur investissement est là. Donc voilà, le changement il est initié, mais voilà, on ne va pas tout détricoter en 6 mois. Il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, créer des alliances, s'inspirer de ce que propose Google et Meta avec plus d'automatisation de scale, éventuellement réguler ces acteurs. Pour vous, c'est quoi concrètement les pistes les plus probantes? Ouais, je pense que ça a été évoqué. C'est un peu moi la réponse bateau que je fais aussi depuis 10 ans. C'est qu'il faut collaborer et il faut innover. Donc ça, c'est l'agenda de Smart. On travaille là-dessus. Comme je disais, les technologies, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus matures. Il y a un sujet, j'invite tout le monde à s'intéresser à ça, c'est les mécanismes de curation qui ont été déployés par différents acteurs et Smart en première ligne sur l'open web. Aujourd'hui, que ce soit un vendeur ou un acheteur, il y a des niveaux de transparence, de contrôle, d'optimisation, de collaboration, d'activation de données qui n'existent nulle part ailleurs. Et bien sûr, pas chez les grosses plateformes. Donc je pense qu'il y a un travail d'éducation et d'information. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut tous dire merci aux journalistes qui font le boulot, mais aussi aux lanceurs d'alerte et voilà, à tout cet échange d'informations. Après, il faut se retrousser les manches et travailler et puis inventer ces nouveaux modèles. Il y en a qui existent. Moi, je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres qui vont émerger. Ouais. Peut-être une précision sur ce concept de curation. Tout le monde n'est pas familier, je pense. Globalement, c'est quoi? C'est qu'un acheteur peut contracter une plateforme comme la vôtre pour exiger de créer un inventaire sur l'open web qui correspond à certains critères bien spécifiques? Exactement. Tout simplement, les plateformes ont agrégé une liquidité d'inventaire publicitaire qui est assez massive. Je crois que Smart, on est à 1500 milliards d'opportunités par mois. On est loin d'être les plus gros, mais ça commence à peser. D'ailleurs, on a outillé cette plateforme pour permettre à qui de droit, un acheteur, un intermédiaire, un éditeur, d'explorer opportunité par opportunité ce qui se passe, d'onboarder de la data s'il le souhaite, et derrière d'aller créer de la valeur autour de la liquidité qui est disponible sur la plateforme avec des outils, là pour le coup, qui sont vraiment simplissimes. Et donc ça ne demande pas une expertise démesurée que de recourir à configurer ces marketplaces-là?
pas du tout. Et en plus, bien sûr, on accompagne, mais accessoirement, il y a cet enjeu de transparence. C'est-à-dire que la donnée, elle n'est pas cachée. On travaille avec des logs, les logs sont disponibles. Et moi, j'aimerais bien que les plateformes fournissent le même type d'outils à leurs clients. Justement, il y a peut-être un sujet de régulation là-dessus. Il y a le Digital Market Act qui veut aussi un peu contraindre ces plateformes-là à arrêter soit le self-preferencing, soit effectivement cette opacité. Vous pensez qu'une évolution peut aussi passer par la régulation? Il y a eu hier l'annonce de l'autorité de la concurrence anglaise qui a interdit qui a mis en tout cas un stop au rachat de Jiffy par Facebook. C'est quand même une pierre blanche, je pense, dans les sujets de régulation, parce que 10 ans, je pense que la décision aurait été contraire. Est-ce que vous sentez une inflexion là-dessus, peut-être sur la régulation? Ouais, mais je crois que c'est Bertrand qui disait tout à l'heure, ça va de plus en plus vite, et ça va de plus en plus vite parce que simplement, ça fait des années que les autorités, les organismes de régulation se forment, se documentent et comprennent mieux ce qui se passe. Bon, la France est en première ligne. Il y a eu ce sujet là sur le header bidding et accessoirement, en fait, là, les tests sur l'interopérabilité de l'ad exchange de Google avec des ad servers publishers sont en train d'être lancés. Donc ça, c'est en tout cas pour nous, mais je pense aussi pour les régies, un succès majeur. Il y a plein d'autres dossiers qui sont ouverts, qui sont traités. L'IAB en première ligne, Nicolas en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont sortir. Après, peut-être, sur ces sujets-là, je pense qu'il faut aussi peut-être prendre une position de recul. C'est-à-dire, bon, là, on parle marketing, advertising, et bon, c'est normal. Après, c'est le sujet aussi de... Ouais, faut pas regarder par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que bon, le vrai problème avec les plateformes, c'est pas tant leur monopole sur la publicité, ça c'est plus une conséquence. Le vrai problème, c'est leur couverture d'usage. Bon, je sais pas, j'en vois sur leur téléphone, là, ils sont peut-être sur Instagram, sur Gmail. Je pense qu'on a tous leurs outils dans la poche, dans notre sac et autres. Et c'est vraiment ça le problème qui se pose, parce qu'ils ont, en quelques années, atteint une couverture voilà, qui est 100% de reach, hein, et ils sont tout le temps avec nous. Et bon, alors, ça commence à faire peur aux gens, un petit peu, bon, pas beaucoup. Je pense que nous, on fait partie de la génération où on a adopté, on a adoré. Moi, j'adore les outils et on a été émerveillés finalement par cette innovation. Après, le constat qui se fait aujourd'hui, c'est que, je sais pas, nos gosses, ils n'ont pas le choix. Moi, je vois mes enfants, ils vont regarder des vidéos, c'est sur YouTube forcément. Avec leurs grands-parents, ça se passe sur WhatsApp. Et je pourrais continuer comme ça. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, TikTok, Snap. Ouais, un peu, mais bon, n'empêche que je sais pas où leur ouvrir un email autre que sur Gmail à mes gosses. Mais donc, et ça, en fait, encore une fois, ça commence à faire peur aux gens, aux citoyens, au lieu de la pub. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, ça fait peur aux États. Et peut-être à ta question de où va arriver le changement, bon, je pense qu'il faut continuer à se battre sur le terrain de la publicité. On a vraiment tous ici à y gagner. Mais le changement, il va arriver parce que simplement l'impact sociétal de ces plateformes, il est bien trop important. Merci beaucoup, Romain. Ce sera le mot de la fin de